Hier, on a eu la chance d'avoir déjà toute une série d'interventions et de conférences. Et ce matin, on continue. On est toujours dans la phase où on est là pour s'alimenter, pour entendre, pour se questionner, pour voir comment, pour gagner en compétences, en connaissances. Et tout ça dans la perspective de ce qui nous attend cet après-midi, qui sont les ateliers du futur et l'Assemblée des habitants de la Terre, où cet après-midi, on va vous proposer de vivre un exercice de démocratie participative pour de vrai, puisque là, c'est pas des sachants qui vont dire, c'est des citoyens qui vont proposer, imaginer, construire tout un tas de propositions concrètes en rapport avec l'eau et qui pourraient s'appliquer au niveau local, national, européen, mondial. Et vous allez travailler par petit groupe de travail, on vous expliquera tout ça. Et on se retrouvera tous ensemble à 17h30 pour un truc inédit en France et dans le monde peut-être. Je ne sais pas si c'est la première assemblée des habitants de la Terre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parmi plein d'autres assemblées d'habitants de la Terre qui n'en sont ou qui ne veulent pas en partenariat. En tout cas, on va se retrouver tous ensemble pour valider et s'engager à faire vivre ces différentes propositions que vous ferez émerger. Voilà. Et pour le dire assez clairement, si Bassine Non Merci a souhaité porter, organiser cet événement à cette période-là de l'année et de la vie démocratique, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le mois prochain on vote, et on vote à des municipales, et il y a une chose qui paraît assez évidente, c'est que dans les questions d'eau, les communes, les municipalités sont un enjeu de pouvoir énorme. C'est une échelle où les domaines de compétences clés sur l'eau sont détenus, alors soit directement par les communes, soit par les intercommunalités. Pour vous dire rapidement, si vous ne l'avez pas tous en tête, l'eau potable, c'est du ressort des collectivités, communautés d'agglo sur Niort, donc des communes. L'épuration de l'eau, même histoire. Depuis quelques mois, la compétence GEMAPI, c'est la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des risques d'inondation. C'est aussi la CAN qui gère ça. Donc vous l'aurez compris, dans le dossier des bassines, ce qui va se passer aux municipales prochaines, parce que les bulletins de vote vont avoir un poids. Voilà. Et sachez que d'ores et déjà, on a invité les différentes listes et candidats à se positionner très clairement sur ces dossiers de bassines. Et pour ceux qui voudraient se positionner clairement contre, ils sont invités, ou vous êtes invités, à appliquer le logo BNM sur vos éléments de communication si vous le désirez. Voilà. Je vais laisser la parole à Ricardo Petrella, à qui on doit beaucoup dans l'événement, l'organisation de cet événement, puisque Ricardo est un des représentants d'un mouvement mondial qui s'appelle l'Agora des habitants de la Terre, qui Ricardo travaille sur ces questions de biens communs et d'eau depuis 40 ans. Quand même, oui, quand même. Si, c'est toute une vie. Avant les cheveux blancs. Et que ce mouvement des Agoras des habitants de la Terre, et Ricardo va bien nous en parler, est un mouvement qui a pour vocation la préservation des biens communs et de les sortir à la monétarisation, la privatisation. Et vous avez vu, je suis plus très clair, il va falloir que je laisse la parole à Ricardo. Trop tôt. C'est quoi ces histoires à 10h, c'est n'importe quoi. Et donc Ricardo a déjà fait une première intervention hier, et c'est la suite. Et je le redis, Ricardo est une des chevilles ouvrières de cet événement, puisque Ricardo a ouvert grand son carnet d'adresses, et que s'il y a autant d'intervenants de qualité, autant de scientifiques, autant d'experts qui viennent nous voir ici en Poitou-Charentes, c'est en grande partie grâce à lui. Et rien que pour ça, je voudrais qu'on l'applaudisse, qu'on le remercie et qu'on l'écoute attentivement. Merci à O. C'est O qu'il faut remercier, pas moi, hein? J'ai bien sauvé, non? Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait O et qui se sont dit que c'est pas possible d'accepter la réalité. C'est le O qui est important. Et pour revenir à ce qu'il disait Julien, au fait, les points de départ du cheminement qui m'a donné l'honneur d'être aujourd'hui ici, c'est quand j'étais, comme on dit, un haut fonctionnaire de la Commission européenne, en charge de l'analyse, de la prospective et de l'évaluation de la science et la technologie. Disons que je me suis trouvé que mon président était Jacques Delors,
Et ce que je faisais devait répondre à Jacques Delors. Et c'est là que j'ai compris que les sociodémocrates étaient des personnes politiquement importantes, mais qui étaient un tout petit peu à côté de la plaque. Voilà. Et que donc, c'est là qu'est née un peu la dissidence face au système. Avant de travailler à la Commission européenne, j'étais un garçon assez gentil, modéré. Et c'est à la Commission, travaillant à la Commission, que je suis devenu méchant sur les systèmes, parce que j'étais au cœur du système, j'étais même en charge de certaines fonctions du système, c'est-à-dire la politique scientifique et technologique de l'Europe, et j'ai compris que les cooptés, les personnes cooptées, faisaient partie d'un système qui n'admettait pas d'autres finalités à la science et à la technologie que d'être un instrument au service de la puissance et des plus forts. Je me suis trouvé à l'époque où l'idéologie de la compétitivité dominait. C'est fin des années 80 que l'idéologie de la compétitivité a envahi toutes les pensées et toutes les actions des responsables du monde occidental. La religion de la compétitivité disait que finalement, dans ce monde qui s'élargissait, dans ce monde où tout n'était pas disponible pour tout le monde, il fallait être très compétitif pour arriver à avoir accès aux ressources stratégiquement importantes pour sa propre survie. Et que l'Europe ne pouvait pas être moindre que les États-Unis et le Japon. C'était la triade. À l'époque, c'était Japon, États-Unis, Europe qui dominaient le monde. Et ils ont inventé la compétitivité comme instrument de légitimation de leur domination. Et un des outils, un des instruments de levier qui permettait d'être compétitif aux plus développés, déjà aux plus compétitifs, aux plus forts, c'était justement la technologie, la science. C'est à l'époque qu'on a commencé à inventer l'idée que la société était techno-dominée, la société de l'information, la société des télécommunications, la société des biotechnologies. Et on avait dit que tout était basé sur la connaissance. Et on a là inventé les termes de la société de la connaissance, knowledge-based society. L'éducation n'était qu'un instrument de transférer les connaissances nécessaires sur le plan technologique pour augmenter la compétitivité de nos entreprises nationales. C'est tout ça. J'ai vécu tout ça. Et d'ailleurs, le président Delors, à l'époque, avait été l'initiateur du livre blanc, dont certains qui ont les cheveux comme moi, si encore ils ont des cheveux, parce que mon épouse dit que je n'ai plus de cheveux, et donc je ne vais pas parler au nom de ceux qui ont ou n'ont pas de cheveux, quoi. Le président Delors, vous vous rappellerez, avait fait le livre blanc Croissance, compétitivité, emploi. Et cette trilogie était fondamentale, parce qu'il restait dans la logique que l'objectif de la créativité individuelle et collective de l'Europe était la croissance économique, et qu'on ne pouvait avoir cette croissance à l'échelle désormais globalisée qu'à travers la compétitivité, c'est-à-dire la conquête des marchés, la quote-part des marchés est plus importante que les autres compétiteurs, ce que les autres, Japon et États-Unis. Et que si on était compétitif en conquérant partie croissante de la croissance, eh bien, on allait créer le plein emploi. Et donc, la technologie devenait l'allié structurel de la création d'emplois. Et puisque toute la politique sociale de l'état du welfare à l'intérieur des logiques capitalistiques était qu'il fallait avoir des ressources financières pour pouvoir financer par les budgets de l'État au public les mesures de politique sociale, chômage, santé, maladie, caisse maladie, etc., le fait d'être plus compétitif permettait d'en partir une plus grande portion de la richesse produite à l'échelle mondiale pour assurer le bien-être du welfare et donc la sécurité sociale des plus compétitifs. Autrement dit, un concept de dire tout droit à la vie, quelle que soit ta contribution à la richesse, et même si tu es en chômage, je te permets de vivre, même si tu es vieux, je te permets de vivre, devait donner un résultat
d'une injustice terrible, c'est-à-dire de la capacité d'accaparement de la puissance technologique pour produire mieux que les autres, la capacité de s'emparer de la richesse produite par les autres. C'est extraordinaire. Et tout ça, c'était la science, la technologie qui était pivotale. Oh, excusez-moi, j'ai fait une déviation, c'est Julien qui m'a conduit un peu pour cette... Revenons à notre affaire, alors. Mais c'est cela qui explique pourquoi encore aujourd'hui on doit se méfier comme la peste de ceux qui disent que le futur dépend de notre capacité technologique et que c'est toute l'innovation technologique qui est à la base de toute solution du problème présent et futur. Moi je souffre, je l'ai dit honnêtement, je souffre physiquement quand j'entends parler de smart cities, the smart companies, the smart water, the smart... C'est incroyable. C'est incroyable. La smart university, comme ça, smart signifie en anglais intelligent, et donc c'est les technologies de l'intelligence artificielle qui déterminent tout. C'est extraordinaire. The smart future, the smart France. C'est incroyable. Et c'est encore aujourd'hui pire. Et c'est ainsi, si vous voulez, que toute la logique des habitants de la Terre, toute la tentative de faire un pacte pour l'humanité, c'est dans cette logique qui s'inscrit. Nous ne pouvons pas accepter d'être dominés dans ce que nous serons par la technologie. Dans la culture africaine du Centrafrique, il y a un concept qui s'appelle Ubuntu. Ce n'est pas le système d'information, hein, Ubuntu. C'est Ubuntu qui est la définition de ce qu'on est, de l'être, l'individu, de la personne. Et Ubuntu signifie « je suis ce que nous nous sommes faits ensemble ». C'est le « je » qui dit « je suis je parce que nous sommes faits ». La logique de la compétitivité, c'est de dire « je suis le je, j'ai deux doigts de détruire les autres je ». Et je serai je parce que j'ai détruit les autres je. C'est extraordinaire là aussi. Et nous devrions apprendre, comme on avait finalement hier soir appris, qu'au fond le futur, c'est ce qui pense le peuple autochtone, ce qui pense le peuple maori, ce qui pense le peuple guarani, le peuple andin, le peuple amazonien, le peuple d'aujourd'hui Canada, États-Unis, le peuple de la Sibérie. C'est eux qui sont le futur d'ailleurs. Ils nous sont en train de donner le vrai sens de la vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va passer à essayer d'illustrer une des initiatives que, comme Agora des habitants de la Terre, nous avons mis en chantier. Rappelez hier, parmi les propositions que nous avons identifiées, 16 propositions pour les décennies, bon, on a mis la numéro 2, qui est, au fond, l'arrivée. L'arrivée, c'est l'institutionnalisation de l'humanité en tant que sujet régulateur parmi d'autres sujets, du vivre ensemble à l'échelle planétaire et locale. C'est comme dire si quelqu'un en 1380 avait dit « commençons un processus de institutionnalisation de la France en tant que sujet régulateur de vivre ensemble de peuples sur ces territoires de l'Hexagone. » Et j'avais commencé en 1380 à dire « on va construire la France ». Ça est arrivé après. Et nous, on est aujourd'hui, on s'est dit, nous voulons construire une humanité qui s'est auto-reconnue, qui se dit, je suis le sujet, un sujet collectif, je suis le nous, à l'échelle planétaire, dans toute cette diversité, on l'a vu hier, pluralité, etc. Et nous voulons donner les règles, les moyens et les objectifs de vivre ensemble pour que la vie, et c'est ça le fondamental, la vie de tous ceux qui nous sommes le nous, la vie de tous soit garantie, sauvegardée, promue, valorisée. Et ce point d'arrivée, nous, on propose
qu'à travers la proposition 5, de commencer le chemin. Le chemin signifie attribuer de la part des communes, les collectivités locales, ce n'est pas les communes à l'européenne. En Inde, en Chine, il n'y a pas les communes comme chez nous. Même si, par exemple, c'est intéressant de savoir qu'en Russie, dans la tradition russe, la commune, c'est les mir. Et mir signifie en même temps monde. C'est intéressant de constater que dans la culture slave, le local est le monde. Bien, il y a les anthropologues qui expliquent parce qu'ils s'étaient arriérés, ils ne voyaient pas l'autre monde. Mais non, c'est que le lieu de mon existence, le mot habitudinaire, le lieu où j'habite, d'habitude, eh bien, le lieu, c'est le monde. Et c'est pour cela que les communes est une expression que nous utilisons. Nous étions surtout non pas des occidentaux, mais enfin des représentants à d'Agora à Cézanne, où les 220 personnes, on était plutôt une majorité, disons, du Nord, mais avec des amis aussi d'Afrique, d'Asie, etc. Mais enfin, nous utilisons un concept qui nous appartient, c'est pour ça qu'on a ajouté collectivité locale pour élargir. Il y a pas mal de manières de s'appeler commune et de décliner les communs, c'est que nous avons comme bien un service commun. Donc, reconnaît à chacun de nous d'être habitant de la terre. Et ça, c'est le point de départ. Et j'aimerais bien maintenant, merci de me donner cette occasion d'expliquer comment ce processus, parce que la construction de l'humanité implique plusieurs types de processus. Mais le premier processus, par exemple, c'est le processus de conscientisation. Il faut être conscient de quelque chose. Il faut être conscient parce que nous sommes le résultat. Ça ne tombe pas du ciel si je suis conscient d'être habitant de la terre plutôt que citoyen français, et en disant je suis habitant de la terre parce que je suis citoyen français. Et pas parce que je m'oppose aux citoyens français, ou les citoyens français disent je suis citoyen mondial parce que finalement la France, etc., donc je suis citoyen français. Non, tout cela c'est imbriqué, et c'est le résultat d'évolution qu'on ne peut pas planifier. Le hasard et la nécessité, c'est dans notre vie quotidienne. C'est tout ça se mélange. Et on ne sait pas planifier la nécessité, parce que la nécessité, elle aussi, varie aux différents échelons, dans différents domaines, etc. Donc, c'est important d'accepter que les processus, l'idéal qu'on veut atteindre, c'est un résultat de processus qu'on ne peut pas nécessairement planifier et contrôler. On peut y participer, en espérant d'être participant actif et pas passif. Mais on ne peut pas planifier ce qui va se passer en 2050 en tant qu'habitant de la Terre. On peut essayer de comprendre si les dynamiques actuelles, les facteurs restent ce qu'ils sont. On peut imaginer que des relations causales interactives entre les différents éléments du jeu détermineront ceci. Comme à l'heure actuelle, on sait pertinemment que si on ne modifie pas le système économique et technologique actuel, la sécheresse ne deviendra pas seulement un phénomène local ou limité à certains territoires comme aujourd'hui, mais deviendra la dimension, le fait caractéristique de l'eau dans le monde. Et donc, en ce sens, on peut intervenir. Mais tout cela dépendra d'un fou comme, c'est en ce moment le fou politique fort, en ce moment c'est le président des États-Unis, il peut déclencher une guerre, alors tout ce qu'on a imaginé va sauter, se pulvériser, et on sera dans d'autres scénarios. Donc, c'est que les communes sont disposées à donner cette carte, qui est carte d'habitants de la Terre, aux individus, et ça c'est la caractéristique du pacte, des individus qui la demandent. C'est-à-dire qu'ils ne la donnent pas automatiquement. On ne donne pas comme on donne la carte des citoyens français, on le donne à tout le monde en ayant respecté les critères. Et ici, c'est l'habitant de la Terre qui d'abord dit « je suis habitant de la Terre » et je m'engage à faire, on verra tout à l'heure,
Et la commune dit, ben, c'est bien, je te reconnais. C'est l'habitant de la terre qui doit demander qu'on lui donne la carte d'identité mondiale habitant de la terre. Et pourquoi la commune? Parce que s'il va à l'État, l'État est une institution qui appartient à la culture de la civilisation de l'appropriation. L'État, qui était une invention remarquable au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, l'État qui a été aussi source de libération, l'État qui a été aussi source de démocratie ou de meilleure démocratie, l'État qui aussi était le seul garant de la justice sociale, de la solidarité entre les membres de la collectivité qui s'était formée et s'était donné un État. L'État était effectivement un grand moment dans l'histoire des êtres humains. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Il ne l'est plus parce qu'elle était un moment d'une phase historique où ce qui comptait était être propriétaire. Et un propriétaire avec l'affirmation qu'on est propriétaire souverain. C'est-à-dire qu'on est un sujet qui s'approprie d'une chose et qui dit maintenant, personne d'autre ne peut me donner la légitimité, c'est autoréférentiel ma capacité parce que je me suis imposé. Et au fait, la souveraineté de l'État est l'acte de violence légalisé et reconnu également par les autres États. Cette violence a été nécessaire face à la violence du système précédent. C'est pour cela qu'effectivement l'État-nation a été une libération de certaines violences. Mais petit à petit, dans la logique de l'État, l'État est devenu une autorépétition qui avait alors la logique unique de conserver le pouvoir souverain, voire même l'étendre. Et c'est pour cela qu'ils étaient automatiquement un ennemi. Les autres États étaient non pas nécessairement des ennemis, mais des ennemis potentiels. Et c'est pour cela qu'on devait se méfier des autres États dès que l'autre État devenait un peu plus puissant. Et c'est pour cela que, comme ça, la guerre entre les États était consubstantielle à l'existence des États-nations souverains. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, l'une des grosses difficultés que toutes les conférences of parties, les COP sur les changements climatiques, etc., ne succéderont jamais, ne donneront pas des succès véritables parce qu'ils ne mettent pas en cause le principe de la souveraineté nationale des États sur les ressources de leur territoire. L'accord de Paris n'a pas pu mettre en question cela. Et c'est pour cela que toutes les décisions des COP, Paris, demain Glasgow, etc., ne seront que le résultat volontaire de l'engagement que les États prennent eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes, sans aucune obligation, sauf celle de publier les engagements. Mais les autres États ne peuvent pas dire « Oh, attention, si vous ne faites que cet engagement, vous n'aurez aucun résultat », parce qu'on avait fait les calculs déjà à Copenhague en 2009, on avait fait les calculs que si on acceptait de résoudre le problème du désastre climatique, les dominants parlent de changement parce que c'est plus facile pour eux, c'est plus agréable pour eux de parler de changement plutôt que de désastre. En 2009, on avait déjà calculé que si on suivait et tous les États appliquaient les engagements de réduction des émissions des gaz à effet de serre. À l'époque, déjà en 2009, on a dit que nous nous trouverons en 2070, voire 2100, à plus de 4 d'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère terrestre de 4 degrés. Et à l'heure actuelle, vous le savez bien, à la fin de Paris, de l'accord de Paris, on avait fait un calcul en fonction des engagements pris par les États, on était à 3,7. L'hypothèse dite plus raisonnable était 3,7 augmentation d'ici 2100. Alors qu'on s'engageait formellement de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés, en espérant 1,5. Mais à l'heure actuelle, mais personne n'a pu dire à la France « tu t'es engagé pour ça, mais ça ne suffira pas, tu devras changer ». Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de même volonté de dire maintenant chacun dit ce qu'il veut s'engager. Maintenant on va discuter, comme on avait fait un tout petit peu pour le protocole de Kyoto sur les émissions d'abord du CO2, mais ça a échoué. Donc la souveraineté nationale
est devenu un obstacle. Et la souveraineté nationale sur les ressources empêche toute forme de coopération véritable, parce qu'elle ne comporte pas l'élément du partage. Or, vous vous rappelez, hier soir, on a constaté une chose fantastique, que le peuple indigène, par rapport au fleuve, ont accepté la reconnaissance juridique parce que le peuple disait « ce fleuve est sacré ». C'est la sacralité de la vie. Tout ce qui était hier soir, le premier enseignement de hier soir, c'est que nous avons appris que la sacralité de la vie est importante, fondamentale. Et on a appris aussi que quand les Maoris disent « I am the river », je suis le fleuve. Et c'est ça leur argument. Je suis le fleuve. Cette sacralité est implicite, parce que la sacralité signifie que quelque chose qui est sacré signifie que toutes les énergies, toute l'orientation, la gravitation, la force gravitationnelle de chacun de nous est vers ces choses-là. C'est-à-dire garantir la vie de la chose qui est sacrée, ou du sentiment, ou de l'hypothèse, ou du mot qui est sacré. Et je, donc, signifie que je suis sacré. Je suis le fleuve, et je suis sacré. Ma vie est sacrée. Et puisque je pense que ma vie est sacrée, ta vie est aussi sacrée. C'est ça le problème. Et c'est ça qui permet le passage du j'ai au nous. En revanche, ici, je suis la survie. Si je suis pensé d'abord à compétitivité, je ne veux pas accepter la compétitivité de l'autre, parce que la compétitivité de l'autre est la source de mon extinction. Et c'est pour ça que ce doit être moi qui provoque l'extinction de l'autre. Et hier, la sacralité également a montré que signifie qu'on doit être ensemble. Les Maoris ne prétendent pas qu'une des familles des Maoris est le river. Les Maoris disent, le river c'est nous, c'est moi. Et il n'y a pas une famille d'un clan de Maoris qui peut prétendre, je suis le river en excluant les autres. Et c'est ainsi qu'alors le pacte de l'humanité aujourd'hui ne peut que se baser sur l'altérité, la reconnaissance de l'autre. Et si moi j'ai dit que je suis habitant de la terre, je dois reconnaître l'autre. Parce que je ne peux pas habiter tout seul. C'est pas possible. Donc, sacralité et altérité doivent devenir les deux piliers du pacte de l'humanité. Et de le pacte de l'humanité par l'intermédiaire de quoi? Pas par de l'État, parce que je vous dis maintenant que l'État ne peut plus, puisqu'il s'arroge le droit de l'appropriation. Et l'État continue à être basé sur le principe de l'appropriation. C'est pour cela que l'État peut vendre les biens communs. C'est pour ça que l'État vend les terres. C'est pour ça que l'État vend l'eau. C'est pour ça que l'État vend l'air. C'est pour ça que l'État vend une montagne. En revanche, si je suis la montagne, mais je ne la vendrai pas, quoi. Parce que c'est ma vie. Et donc, c'est quand il y a l'externalisation de la vie par rapport au sujet qui a le pouvoir de régulation, c'est tout là commence le mal. Parce que l'État qui considère l'eau uniquement comme un outil, une ressource dont il peut disposer pour augmenter la puissance de l'État, eh bien, l'eau est externe à l'État. L'État ne dira pas « je suis l'eau ». Un roi a dit, et vous le connaissez bien, « moi je suis l'État ». Mais l'État était propriété personnelle. On l'a démocratisé, ça. Et donc, le rapport, le pacte de l'humanité s'adresse avec une institution fondamentale qui est l'institution, la première forme organisée politiquement, du point de vue aussi juridique, qui sont les communes, les collectivités locales, ou les MIR, ou autres formes de communautés de villages, etc. Et c'est le pacte. Et on peut passer maintenant là, à l'autre feuille. Parce que Mélisse a été très gentille
d'accepter de vous distribuer une carte. Voilà. Voilà. Alors donc, maintenant, si le ministre peut distribuer, on a produit, sont déjà en distribution. Si vous pouvez les faire circuler dans votre fil pour montrer. Et puis il a récupéré parce que ça c'est une carte qui sera donnée à des citoyens, à des gens. Donc, mais juste pour que vous voyez. Excusez-moi, est-ce que c'est mal vu ou est-ce que vous voyez. Donc cette carte. Est-ce que vous voyez net? Pardon. Ça va. Oui, merci. Contrôle plus. Nicolas, est-ce qu'on peut avoir aussi le micro? Ça va? Voilà, alors, cette carte est délivrée par les communes uniquement sur demande. Ça va, mais seulement sur demande des habitants de la Terre. Et c'est important de dire ça parce que ce n'est pas un acte individuel. Et c'est ici le rôle important des associations, des mouvements engagés, qui essayent de promouvoir la conscientisation, de dire, mais toi, tu es habitant de la Terre. Tous les mouvements d'éducation, les associations éducatives, tout ce qui essaie de promouvoir la participation des gens à leur propre devenir. Et ce sont les habitants qui en font la demande. Et alors, cette carte dit très peu de choses. Il dit les noms et les prénoms, il ne donne pas l'âge, il ne donne pas féminin, masculin, parce qu'on n'a pas besoin d'être femme ou homme pour être habitant de la Terre. Et il ne faut pas savoir si tu es vieux ou jeune. Effectivement, nous prévoyons une autre carte pour les plus jeunes, qui sera plus amusante que cette carte-là. Le bleu, bien entendu, la couleur de bleu, elle y est un peu à la paix. Elle y est un peu à l'Organisation des Nations Unies, qui est dans la couleur bleue, un peu, pour rester un peu dans la logique qu'il y a malgré tout des tentatives de s'organiser au plan mondial. L'ONU n'est pas la réponse, bien entendu, c'est pour cela qu'on fait toutes ces choses-là. Mais enfin, c'est pour dire que nous sommes dans un sillon historique qui essaye de créer des moments de régulation qu'actuellement l'ONU exprime le concept multilatéralisme des relations. Et c'est pour cela qu'elle est basée sur le concept de la reconnaissance de la souveraineté nationale. L'ONU se fonde sur la reconnaissance de la souveraineté des États. Si un État ne veut pas une chose, l'ONU ne veut pas. Ne peut pas agir. Alors, mais nous, on dit on veut dépasser ça. On veut libérer le devenir de l'humanité de la contrainte des souverainetés nationales. Ça a des avantages, bien entendu, aura aussi quelques désavantages. Mais l'important, c'est qu'on libère l'humanité des limites contraignantes, figées de la souveraineté nationale sur les ressources de la nature. D'autant plus que de plus en plus, les ressources naturelles sont de plus en plus artificielles et qu'il n'y a plus la nature, que tout est artificialisé. Et artificialisé signifie qu'elle est faite par les sociétés humaines. Et donc les sociétés humaines ne peuvent pas prétendre d'être, elles, toutes seules. Si quelqu'un invente
la 5G, aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qui était fait au niveau mondial par d'autres États, par d'autres sociétés. Elle ne peut pas prétendre que, puisqu'elle a inventé la 5G, elle devient automatiquement propriétaire de la 4G, de la 3G, etc. Parce que c'est le résultat d'une connaissance accumulée comme bien commun à travers l'histoire et à travers les différentes formes de société. Alors, dans le recto il y a les noms, il y a le fait de dire je suis habitant de la terre. Puis il y a les numéros de la carte. C'est une présentation avec la date d'avril ne signifie pas ça a été éliminé, on a éliminé la date de naissance. Et dans le verso, et c'est là le pacte, il y a une chose, c'est-à-dire celui qui demande qu'on lui donne la carte habitant de la terre dit je m'engage, je suis habitant de la terre et je m'engage à contribuer à la construction d'une humanité capable de sauvegarder et prendre soin de la vie de la terre pour tous les habitants de la terre et les générations futures. Rappelez-vous, hier, un autre aspect important du point de vue du changement du droit a été que la personne, les fleuves, quand on reconnaît les fleuves, on le fait au nom aussi des générations futures. Cela signifie qu'on introduit parmi la catégorie des sujets titulaires des droits les générations futures et pas seulement les générations présentes. C'est une nouveauté scientifique, juridique, de dire si je reconnais que je m'engage pour les générations futures, ça signifie que les droits des générations futures sont consacrés dans les constitutions ou dans le pacte de l'humanité et les générations futures deviennent titulaires des droits. Ce ne sont pas seulement nous qui sommes titulaires des droits. Et c'est ainsi que la sacralité de la vie signifie reconnaître que les générations futures sont titulaires des droits. Et moi, alors, au lieu de revendiquer des droits uniquement, je m'engage à devenir responsable des actions collectives qui permettront aux générations futures d'être garanties qu'on l'a sauvegardé et on a pris soin de leur vie. C'est toutes des choses qui ne sont pas données comme des choses claires, définitives, mais ce sont des réalités en fieri, en construction. Et c'est pour cela qu'il est passionnant. C'est-à-dire que c'est passionnant tout ça, parce que nous devenons les producteurs, les conceveurs, les producteurs du changement. Il n'y a pas la commune qui me dit « tu dois devenir habitant de la terre ». Il n'y a pas l'État qui me dit « tu dois faire la transition énergétique maintenant » tel que Total me dit qu'il faut faire la transition énergétique. Hein? Parce que la transition énergétique pour Total, c'est dire aujourd'hui c'est le pétrole, demain Total Solar, quoi. Le Total solaire ou le Total éolienne. Mais il reste propriétaire, il reste le sujet capitaliste. Le soleil devient propriété de Total, comme aujourd'hui le pétrole est devenu propriété de Total. Et sur le pétrole, Total a mis des brevets, ben il va mettre les brevets sous les rayons du soleil. Et il va mettre le brevet sur l'énergie produite par l'éolienne. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette transition, parce que c'est toujours Total qui restera au bout du chemin. Ce n'est pas autre chose. Sauf si British Petroleum devient British Solaire et sera plus compétitif que Total Solaire. Alors là, c'est un problème pour Total. Hein? Mais c'est un problème que gagne Total ou que gagne British Solaire pour nous. On ne change pas grand-chose. C'est que c'est eux qui seront propriétaires de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire comme ils sont aujourd'hui propriétaires de l'énergie fossile. Hein? Donc c'est l'État. Alors cet engagement devient le pacte. Et la commune dit, magnifique, je t'aime bien, tu es un bon habitant de la terre d'après moi,
je te donne cette carte, cela signifie que je m'engage. Et voilà l'engagement, le double engagement. La commune s'engage à accompagner l'habitant de la terre dans ses efforts de réalisation de son engagement. À l'heure actuelle, nous ne savons pas comment traduire cet engagement. C'est pour cela qu'en novembre, à Lisbonne, la ville de Lisbonne a adhéré à cette initiative. Donc, il y a Lisbonne, il y a Liège en Belgique, il y a Rome, un municipio, un arrondissement de Rome, le 8, qui a adhéré à la carte. Il y a 5-6 autres communes italiennes, il y a 3 autres communes belges, il y a une commune de Santiago, de Grand Santiago de Chile, il y a Rosario, qui est la deuxième ville la plus importante d'Argentine. Il y a 2 communes, une commune camerounaise et une commune sénégalaise. Il y a La Marsa, qui est une commune à côté de Tunis. Et il n'y a pas en France encore. Donc je suis ici, pèlerin. Hein? J'ai fini d'être pèlerin, n'est-ce pas? Puisqu'il y avoir des communes françaises qui adhèrent à ces projets. Et alors, il y a Berlin, nous sommes en train d'avoir des contacts avec Berlin pour que Berlin aussi puisse participer. Bref, au total, on a une trentaine de communes et villes qui ont déjà adhéré au pacte de l'humanité, et on va se rencontrer à Lisbonne au mois de novembre, 19, 20 et 21 novembre. Et on va, les communes qui ont adhéré vont discuter comment concrétiser dans la commune cet engagement vers la construction de l'humanité. Notre postulat de départ que nous devrons vérifier est de dire qu'effectivement, on construit l'humanité capable de sauvegarder et prendre soin de la vie de tous les habitants de la Terre et des générations futures, on les construit dans les communes. On ne construit pas nécessairement et uniquement à travers les institutions planétaires pour l'instant, à travers des programmes planétaires pour l'instant, à travers des moyens planétaire pour l'instant. Cependant, vous l'avez vu hier, dans les propositions, nous disons qu'il faut créer une banque mondiale publique. Pas la banque mondiale actuelle. La banque mondiale actuelle est au service de la prédation de la vie. Mais la banque mondiale, qui ne serait pas au service de la monnaie mondiale de l'État plus fort, comme à l'heure actuelle, c'est les dollars, ou demain pourrait être les yuan. L'euro ne risque pas de devenir la monnaie plus puissante. Donc, la Banque mondiale aujourd'hui au service de la monnaie la plus forte. Nous, on a besoin d'une banque mondiale avec une conception d'une monnaie mondiale différente de la monnaie mondiale actuelle pour effectivement participer au processus de construction de quoi? Vous rappelez des biens communs mondiaux, de l'eau bien commun, de semences bien commun, de la connaissance bien commun. Ce qui signifie éliminer les droits de propriété intellectuelle sur le vivant et sur l'intelligence artificielle. En novembre, on va essayer de dire que peut-on faire, nous, à Effre, pour construire l'humanité, au niveau d'une commune comme Effre. Est-ce qu'on va s'occuper d'éliminer les pesticides dans les jardins publics d'Effre? Est-ce qu'on va essayer de rémunicipaliser l'eau? Est-ce qu'on va créer une monnaie locale? Est-ce qu'on va créer une école qui ne donne pas de certificat? Est-ce qu'on va créer une administration communale qui fonctionne d'une autre manière? Est-ce qu'on va essayer un système de représentance, non pas corporatiste, mais un système de représentance locale qui permet de décider à travers d'autres mécanismes, etc., etc. Est-ce qu'on va changer l'éclairage de la commune? Alors, notre proposition est de dire tout ça est possible
à condition qu'on puisse démontrer, c'est ça un peu le défi, que ce que vous faites ou ce que je fais, nous faisons à Effre, est une valence pour l'humanité. C'est-à-dire, vous connaissez tous les mouvements des transitions, hein? La transition énergétique, la transition agricole, la transition alimentaire, etc. Tous ces mouvements sont très importants, sont très utiles parce qu'ils permettent de dire autre chose est possible. Mais elles se situent toujours dans le système. C'est-à-dire, c'est rare qu'une transition énergétique qui est en train de se réaliser dans nos villes en Europe comporte l'élimination de la propriété privée sur la ressource. C'est rare. Et si vous maintenez la propriété privée sur la ressource, il faut alors faire Inch'Allah et espérer que les entreprises privées soient gentilles, quoi. Hein? On a essayé jusqu'à présent avec le concept de responsabilité sociale des entreprises, et ça ne marche pas. Maintenant, on essaye, les dominants, et essaie de dire comptons sur l'entreprise dans le sens de quoi? De ce qu'on appelle les dimensions sociales environnementales, les critères. Chaque entreprise doit adhérer à des principes de dire toute action que tu fais, tu restes propriétaire du capital, tu restes propriétaire de l'eau, tu restes propriétaire des semences, mais dans l'exercice de ta capacité productive ou de service, tu dois répondre à ces critères socialement, à ces critères environnementalement. Si tu ne réponds pas à ces critères, tu n'es pas une entreprise bonne pour la transition. Voilà, mais ça, c'est une tentative maintenant. Nous, on propose au contraire d'aller à la racine du problème et de dire ce n'est pas de savoir si une entreprise capitalistique va devenir humaine, va devenir à visage social, va devenir intéressée à respecter l'environnement, parce que par définition, une entreprise capitalistique n'est pas en mesure d'atteindre l'objectif, parce que l'objectif financier l'emportera toujours sur tous les autres objectifs. Et on va essayer de dire, mais voyons s'il y a les entreprises des biens communs. Pourquoi ne pas essayer d'avoir les entreprises des biens communs? Pourquoi essayer de sortir l'eau du marché et du capital? Sortir les semences du marché et du capital. Sortir la connaissance du marché et du capital. On l'a fait. On l'a fait. Dans le passé, c'était souvent comme ça. Pourquoi donc rester dans cette logique? Alors, en novembre, nous allons essayer de voir si on peut inventer une traduction concrète du pacte de l'humanité par telle ou telle initiative. Et les ateliers de cet après-midi, largement, sont destinés, les ateliers de cet après-midi, de dire déjà, voilà ce qu'on pourrait faire au niveau de nos communes. Voilà ce qu'on peut faire dans les domaines des biens communs et des services publics. Et une proposition auquel je serais intéressé, puisqu'on est dans un milieu rural ou urbain, c'est, à mon sens, commencer par le plus difficile. C'est-à-dire, ma proposition concrète ce matin à vous, est de dire pourquoi vous n'étudions pas ensemble ce qui pourrait être concrètement la traduction de l'objectif de démonétiser l'eau. Non, comment? Voyons. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire démonétiser l'eau? Dans certains pays, les solutions, c'était la monnaie locale. La facture de l'eau se paye en monnaie locale. Et la monnaie locale se paye, s'utilise aussi pour d'autres services publics. Transport, par exemple. Mais à Aubagne, à côté de Marseille, on a démonétisé les transports publics. À Aubagne, les transports publics, c'est gratuit depuis 5 ans. C'est gratuit. La gratuité est possible. Et c'est beaucoup mieux qu'auparavant, Aubagne. Et pourquoi pas ne pas essayer d'avoir la gratuité démonétisée, sans avoir le passage intermédiaire de la monnaie locale. Mais peut-être, on pourra démontrer que le passage à travers la monnaie locale qui se détache de la monnaie monétaire
est important, pourquoi pas? Moi, je n'exclus pas ça. Que la démonétisation de l'eau dans certains villages de la France puisse se faire à travers la monnaie locale. Même si ce n'est pas la solution. Mais pourquoi pas? Ce n'est pas à moi de décider. Le pacte de l'humanité, c'est tout. Et donc, il faut inventer localement les solutions. Et la même chose, ça concerne le problème de la sécurité de l'eau. À l'heure actuelle, c'est l'État qui dit « c'est moi qui fais les lois concernant la préservation, la conservation de l'eau dans telle condition. » Et justement, ils veulent faire des bassines et autre chose. C'est l'État qui décide de la priorité formelle et puis, en réalité, la priorité réelle des usages de l'eau. Et l'État, même en France, depuis quelques années, privilégie l'eau pour les activités économiques. Et si c'est une zone rurale, c'est pour l'agriculture telle qu'elle est. Et si c'est une zone urbaine, c'est plutôt l'énergie. Et donc, l'État garantit la sécurité en fonction de ses priorités. Et il dit, c'est moi qui fixe les priorités d'usage de l'eau. Et que je m'engage à faire en sorte que la population française ait accès, c'est-à-dire d'abord on ne partage pas avec les autres, les Rhin c'est une chose, le Rhône c'est une autre, les nappes du sous-bassin des Alpes, ça nous appartient, les autres, donc il garantit la sécurité. Et si jamais quelqu'un nous envahit, on envoie les missiles. Ou bien, si quelqu'un ne nous permet pas d'envahir leur pays, c'est nous qui envoyons les missiles aussi pour accaparer les terres. On les fait avec des accords de paix, de collaboration. On va prendre l'eau au Mali, hein, on va prendre l'eau au Burkina Faso aussi, ce qu'il y a, ou au Congo, etc., par la coopération. Et s'ils ne veulent pas la coopération, on le fera par des guerres, quoi. Mais donc, au contraire, la sécurité. Comment organiser la sécurité hydrique au niveau de Effre? Qu'est-ce que ça veut dire que la commune d'Effre garantit la sécurité hydrique? Et sinon, est-ce que vous avez jamais participé, vous, aux décisions concernant le bassin? Vous êtes obligé de réagir. Vous êtes obligé d'être en révolte. Mais sinon, la représentation parlementaire n'a pas été suffisante pour faire participer. Sinon, vous n'auriez pas commencé à vous battre. Si vous aviez ressenti que vous aviez été représenté par la représentation parlementaire. Donc, ça signifie que les décisions de l'État sont technocratiques, sont autocratiques, sont aristos des plus puissants, cratiques. Et c'est pour ça qu'on veut changer. Alors voilà, moi je crois que j'ai tout dit. Hein? Pour expliquer que c'est un acte un peu révolutionnaire, c'est de dire, voyons concrètement dans la vie quotidienne, non pas changer le mode de consommation, je mange davantage de végétaux plutôt que de viande, parce que ça c'est un problème de rapport de force entre les producteurs, quoi. Hein? C'est un rapport de force entre les producteurs. Tant que les producteurs de viande seront plus forts que les végétaux, ou le moment où les producteurs de viande deviennent producteurs de végétaux, le jour où les producteurs de viande deviendront producteurs de végétaux, ils diront qu'il faut manger les végétaux, quoi. Hein? Mais tant que c'est un problème après des rapports de force. Et c'est vrai qu'au niveau communal, on est un peu comme un petit pot de céramique entre deux pots de fer, quoi. Hein? Mais en revanche, il y a tellement de choses sur lesquelles les habitants de la Terre peuvent inventer et créer de nouvelles formes d'habiter ensemble la Terre. Et celle de l'eau me paraît, celle des semences me paraît, celle de la connaissance me paraît, les chemins à explorer et à travailler là-dessus. À la fin, peut-être, on n'arrive à rien. On verra que peut-être le système est tellement fort qu'il ne permet pas véritablement de changer. Mais alors, on adoptera d'autres systèmes, quoi. Hein? Mais si en restant dans le principe
que tout doit se baser par des rapports de reconnaissance de l'autre, des rapports de sacralité de la vie des autres, qu'il faut avoir des processus transparents, démocratiques, participants. Alors il faut essayer les processus de conscientisation et des processus d'innovation sociétale dont le pacte de l'humanité pourrait être un des éléments. Et vous êtes tous invités, bien entendu, à condition que vous adhérez au pacte, hein, vous êtes tous invités à Lisbonne en novembre pour décider ensemble ce que pourrait être pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et vive le pacte de l'humanité, quoi, hein. Des questions? Donc, pour l'instant, tout est autofinancé. La production par milliers de cartes, c'est nous-mêmes, les groupes qui obtiennent localement. C'est-à-dire parce que nous avons décidé de ne pas demander à la commune de payer les coûts des cartes. Imaginez, Rosario, c'est 2 millions d'habitants, la ville et s'il doit couvrir les frais, même si chaque carte coûte 10 centimes, ben, c'est 2 millions, c'est beaucoup. Et alors, pour éviter que la Cour des comptes, parce qu'on a fait une analyse au niveau mondial, les risques que nous soyons bloqués dans cette initiative est un risque administratif. La Cour des comptes, d'ailleurs, en Europe, il nous dit, et il dit aux communes, vous ne pouvez pas adhérer à cette initiative parce que vous assumez dans les budgets municipaux de couvrir des dépenses qui n'appartiennent pas à la fonction des communes. Donc c'est illégal. Alors nous disons aux communes, c'est nous qui prenons, les citoyens, prenons en charge les coûts de la production Et alors une commune a dit, oui, mais le temps de nos officiers, de nos agents communaux, qui les payent. Alors nous disons, vous nous dites, vous externalisez les services, nous les citoyens qui demandons, on prend les soins conformément aux procédures que vous nous donnerez, et on compte créer une fondation à niveau international qui serait garant des cartes. C'est-à-dire que les cartes seraient tous maintenues dans un registre garanti par une fondation et pas par une association, donc reconnue par une fonction publique, une des fondations. Dans tous les droits des États, il y a des fondations d'intérêt public qui garantissent aussi la clarté, la transparence des évolutions. Voilà, tout ça est en train de se faire. Alors, je profite d'avoir le micro, Ricardo, pour te poser une question. Tu as peut-être entendu parler que sur les Deux-Sèvres, il y avait un maire courageux, Daniel Barré, à Chizé, qui a pris un arrêté municipal pour interdire les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Et l'État, par le truchement de la préfète de l'époque, a attaqué cette décision. Comment tu considères ça, toi, en termes justement de sécurité et de responsabilité? Et est-ce que tu as des pistes pour que justement le bon sens et là où le maire remplisse son rôle de protection de la population puisse peser plus fort que cet État corrompu qui veut pas, enfin on sait pourquoi, est-ce qu'ils veulent pas aller dans ce sens-là. Alors voilà, quelle piste et comment Oui, ici c'est un problème d'utiliser la puissance de la magistrature. C'est-à-dire on constate petit à petit que face aux abus des privés, face aux abus même des États, en fonction de l'interprétation qu'on donne des constitutions écrites ou des constitutions habitudinaires, on peut utiliser la magistrature comme un instrument de défense. La magistrature, normalement, dans les sociétés occidentales, même si elle est fortement influencée par les puissances d'intérêt privé, joue le plus souvent en faveur des citoyens. C'est souvent aussi en faveur du dominant, mais les cas plus fréquents,
C'est dans le domaine, par exemple, de la rupture de l'érogation de l'eau. On constate que la magistrature intervient, notamment en France. Et si c'est en France, ça signifie que véritablement la magistrature prend des positions fortes. La magistrature a condamné les entreprises qui ont effectué la coupure d'érogation. Et la tendance, Marion peut-être peut le dire mieux que moi avec des informations plus updated de la situation en France, la magistrature, on constate en Allemagne, en Italie, en Espagne, qu'elle est en train, depuis quelques années, de jouer à faveur des citoyens qui portent plainte contre l'État parce qu'ils ne défendent pas. C'est plus difficile de faire des choses contre l'État lui-même. Hein? Parce que l'État lui-même n'a pas la tendance à reconnaître qu'il se trompe. Hein? Cependant, lui dire, vous, l'État, vous ne défendez pas, ce n'est pas vous qui êtes responsable. C'est responsable, c'est Monsanto pour dire, ou c'est Bayer, ou c'est Solvay, etc. On le note, par exemple, en Italie, pour l'eau, vis-à-vis de Solvay, Solvay finalement a été condamné dans le processus de contamination. J'ai atténué un peu l'enthousiasme sur la magistrature, par exemple, par rapport à la contamination des eaux qui se sont produites en contamination du sang des enfants en Italie. Jusqu'à présent encore, la magistrature hésite à condamner l'entreprise qui a contaminé la rivière et à travers les services hydriques, mais aussi à travers la production agricole, etc. On retrouve des traces de sang contaminé chez les jeunes. Encore, mais on est en procès. Et il se peut que d'ici quelques années, l'entreprise sera condamnée. Donc la magistrature sert même vis-à-vis de l'État. C'est pour cela que je regrette que Jean-Claude Pierre, notre ami breton, ne soit pas là aujourd'hui parce que Eau et Nature de Bretagne, depuis 50 ans, a une expérience considérable de lutte à travers la magistrature pour la défense de la qualité de l'eau, la défense de l'eau comme bien commun, etc. Ils ont eu presque 800 procès et ils en ont gagné la totalité presque de procès. Cela signifie qu'en Bretagne, si la situation n'est pas pire que celle qu'elle est, on peut imaginer ce qu'elle aurait pu être la situation en Bretagne si un mouvement comme Eau et Nature n'avait pas été capable d'utiliser la magistrature, les lois existantes, pour arrêter les dévastations que le système aurait fait nécessairement en Bretagne. Et donc, aurait pu nous raconter le rôle de la magistrature. C'est dommage que ça... Mais c'est, à mon sens, au niveau des ateliers, il y a d'autres expériences chez vous ici, c'est poser la question du rôle de la magistrature me paraît très pertinent. Et avec confiance. Quoi. Je vais aller complètement dans ton sens, appuyer ton propos, dans le sens où, si on reprend sur le cas des bassines, aujourd'hui, le vrai frein, le vrai garde-fou, et qui fait que les travaux n'ont pas été déclenchés, c'est les recours au tribunal administratif qui ont été portés par des associations comme l'API, comme Nature Environnement 17, en fait un collectif de 12 associations de protection de la nature et la Fédé de pêche, qui encore aujourd'hui joue cette carte-là à fond. Et c'est le seul contre-pouvoir efficace et qui fait que ça pèse. Et à ce titre-là, je vous fais un petit point info rapide. L'arrêté préfectoral initial sur les 19 bassines. Ah oui, c'est... Ouais. Ah oui, pardon. A été... l'arrêté initial a fait l'objet d'un recours au tribunal administratif et par la suite d'une médiation. Et cette médiation est arrivée à son terme. En fait, les APNE et l'État n'arrivent pas à trouver un accord. Et donc, le recours va être réactivé. Et à ce titre-là, il y a encore une cagnotte citoyenne qui va s'organiser
Donc n'hésitez pas à aller soutenir avec des pépettes, hein, très clairement, NE17 ou l'API qui ont 2 stands sur le site. Et c'est vrai que j'ai envie de... Tu abordais la question de comment tout ça se finance, comment des citoyens, des fondations, et on sent bien, on voit bien que... je ne veux pas dire que l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est un moyen. Et si on veut s'affranchir des puissants, il faut nécessairement passer par la COGI, de dire un événement comme aujourd'hui, comment ça se finance, comment la carte, ça se finance, comment ces recours juridiques, ça se finance. Voilà, donc je ne vais pas passer vous faire les poches, mais je crois que vous avez bien compris le message. Si on veut que ce genre de choses indépendantes des pouvoirs et des puissants existent, ça passe par une réflexion sur comment on fait des caisses communes et compagnie. Voilà. Une question. Oui, bonjour, Gabriel Dolicourt. Ricardo, je voudrais revenir à la carte d'identité des habitants de la Terre. Un truc très bête, hein. Il y a les élections municipales dans moins d'1 mois. Donc, pour convaincre une commune, puisque c'est la commune qui met son cachet, pour dire que je suis un habitant de la Terre, moi, je n'ai pas ta faconde pour expliquer à la mairie ou au futur candidat, je ne sais pas lequel va être maire, je suis de Saint-Jean-d'Angély, hein, pourquoi la commune de Saint-Jean-d'Angély, pour qu'elle accepte de mettre son tampon et de dire « Tiens, voilà, je te signe la carte ». Comment tu fais? Il y a un site internet. Comment je vais convaincre, moi, mon élu, de dire « Voilà, il y a un truc génial, il faut absolument que notre commune participe, mais c'est toi qui prends l'initiative ». Tu nous expliques? Merci. Tout cela est en train de se faire parce que aussi par des moyens limités. Il n'y a pas un site assez développé, sophistiqué, mais on peut aller les trouver à carte CHIM ou bien on peut faire Audace. On a Audace Humanité et dans les sites on trouvera les documents qu'on a produits, qu'on pourrait cet après-midi à certains donner, qui en 5-4 pages expliquent tout cela. Et on met également dans un stock les délibérations communales, les décisions communales, qui ont été pas une délibération du maire. Et ça doit être au moins du conseil municipal. Le mieux, c'est l'assemblée communale. Et alors on a des copies des délibérations communales qui ont décidé, celle de Rosario par exemple, ou celle d'à côté de Milan, ou celle de Municipio di Roma, le 8e Municipio di Roma. On a la délibération et on les met pour montrer que c'est possible juridiquement de le faire. C'est clair qu'après, tout un problème de conscientisation politique, quoi. Hein. Et ça, aucun papier ne peut te donner les détails de cette. Mais il faut effectivement, comme tu dis, c'est juste de montrer qu'il y a des villes qui l'ont fait, que juridiquement c'est possible. Le secrétaire communal de ces villes a adhéré, et vous savez que les secrétaires communaux des villes sont les seuls qui possèdent la connaissance juridique si une commune peut faire ou pas des choses. Oui. Ah voilà, oui, l'audace, oui, audacia, humanita, oui, c'est les blocs. Mais aussi, c'est important ce que Julien vient de dire par rapport à la finance. Il me semble que cet après-midi, dans les 3 ateliers, il serait intéressant, pourquoi ne pas construire sous de nouvelles formes une finance locale? Pourquoi on a éliminé toutes les caisses d'épargne? Vous savez qu'il n'y a plus de caisses d'épargne publiques. Les caisses d'épargne sont privées. Or, l'épargne locale avait la fonction sociétale de dire, si vous les familles, vous les entreprises, vous épargnez localement, nous avons financé quoi? Vous financez votre accès à la maison, au logement. C'était la fonction de l'épargne, de vous permettre d'avoir accès au logement. Et c'était ça la fonction des Cureilles, par exemple. C'était la fonction de redistribuer l'épargne collective locale pour les habitants
du lieu. La caisse d'épargne de New York avait la fonction de donner des prêts aux habitants de New York. Ne pouvait pas un Marseillais venir prendre l'épargne des familles ici, sauf par un processus de solidarité. Mais sinon, la caisse de New York finançait les activités des familles et des petites entreprises ici. Et c'était une logique que l'épargne locale servait aux besoins vitaux locaux. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller demander n'importe quoi. Moi, à New York, je peux aller demander un prêt à la Deutsche Bank à Dortmund, pas encore à Novosibirsk, mais sinon, en principe, oui. Je peux aller, moi, aux États-Unis et demander un prêt. Je peux le faire. Et donc, pourquoi, au contraire, ne pas dire, ce ne signifie pas un municipalisme souverain, un municipalisme financier enfermé sur toi-même, égoïste, corporatiste, non, mais c'est de dire l'épargne locale, sous quelle forme on l'organise et pour quel but on utilise l'épargne locale. C'est pour cela étudier la relocalisation des processus d'épargne, c'est fondamental. Non pas pour entrer dans la logique capitalistique locale, parce que l'épargne locale n'était pas dans la logique capitalistique. C'était une fonction publique. C'était pour faciliter une redistribution de la richesse produite dans le monde, mais aussi localement, pour financer les choses, la pension et les logements. C'était les deux principales fonctions du crédit local. Aujourd'hui, le crédit local français, c'est une grande entreprise. C'est une grande entreprise qui a un budget, je crois, de 33 milliards d'euros. Et il va donner l'argent à qui? Pas à toi. Il te le donne seulement s'il capte plus que le donner à un entrepreneur australien qui veut faire un panneau solaire, quoi. Et elle le fait aujourd'hui, le crédit local finance un Australien pour faire éventuellement des éoliennes en Allemagne, quoi. C'est ça aujourd'hui. Donc, il faut revoir la capacité de financement, mais un financement public. Un financement de l'argent public pour les biens communs, l'eau, les semences, etc. Là, les logements, hein, l'éducation, l'école, la formation professionnelle, c'est aussi important. Si on dit que c'est la connaissance, bon, pourquoi ne pas étudier au niveau de l'atelier et étudier que peut faire un mouvement comme le nôtre et au niveau des petites collectivités locales pour arrêter les brevets sur le vivant et sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les habitants de New York et des partenaires sont-ils impuissants pour changer la propriété privée du vivant? Qui a dit ça? Et alors, pour présenter les règles, par exemple, pourquoi nous acceptons qu'il y ait un pouvoir mondial comme la FIFA? On accepte un pouvoir mondial dans le football. Et pourquoi on ne pourrait pas mettre une autorité mondiale sur les semences? Pourquoi les gens acceptent pour le football une autorité mondiale? Quoi, le football est plus important que les semences? Bah, en réalité, c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens sont contents d'accepter l'autorité de la FIFA et ils seraient très méfiants pour une autorité sur les semences. Une autorité publique, hein, pas privée. Alors que la FIFA est privée. Hein? C'est toutes ces choses-là que les habitants de la Terre doivent apprendre en termes de conscience. Apprendre, hein? Ça va? Merci. Hein? Merci beaucoup. Pour répondre également à ta question, sinon merci, on s'engage à ce que la charte, le pacte, soit téléchargeable sur notre site.
également toutes les productions de la journée, des motions qu'on va prendre tout à l'heure en Assemblée des habitants de la Terre seront également consultables. Et puis sur la question de comment on parvient à comment dire, essaimer tout ça, je pense que en effet, il faut qu'il y ait des précurseurs. Et puis ensuite, de commune en commune, on vient dire ce que ça peut déclencher. Et donc c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu à l'aune des municipales qui viennent, à ce que les premières communes françaises rentrent dans ce dispositif-là. Et puis je pense qu'on peut avoir cette ambition que la première soit de Sévrienne. Hein. On se fiche des cocoricots, mais là vraiment on est à une place et on a la chance d'être connecté à ces réalités-là. Donc à nous de nous en faire les promoteurs hein, auprès des... Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ricardo, est-ce que tu veux encore répondre à des questions ou tu es fatigué? Ça va? Ok, d'accord. Cathy. Ah, pardon. Bon, ok. Parce que j'ai appris qu'en tant qu'Italien, je dois aussi m'arrêter de parler. Pour cela. Alors là, non, je ne sais pas si c'est un bel apprentissage, Ricardo. On est là pour t'écouter. Non, c'est pas... Oui, bonjour. Dans le libellé de la carte, vous avez choisi les mots humanité et habitants. Je trouve cela réducteur. Pourquoi? Oui, parce que c'est habitants de la Terre. On a réalisé 3 choses ces dernières décennies. Primo, que nous ne sommes pas les seuls habitants de la Terre. Et que les autres habitants de la Terre, sauf l'exemple dont Marion a parlé hier soir, les habitants, disons les plantes, les animaux, les micro-organismes, n'ont aucune capacité de s'exprimer parce qu'on ne les reconnaît pas comme sujets porteurs de droits et de responsabilités. Et à l'heure actuelle, reste que le seul sujet d'espèces vivantes qui est devenu ou qui s'est donné la titularité des droits et des responsabilités, c'est l'espèce humaine. Grâce à des bonnes évolutions, maintenant l'espèce humaine dit, moi je reconnais les fleuves, moi je reconnais les arbres, moi je reconnais par exemple, juridiquement parlant, vers la fin des années 80, on avait introduit dans le droit, dans certaines sentences jurisprudentielles, que le génome a droit à son intégrité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir sur un génome pour modifier son intégrité. On peut utiliser tel ou tel aspect, mais on ne peut pas segmenter, atomiser un génome. Il faut sauvegarder sa capacité de reproduction et de diversification. Première chose, donc, on a compris qu'on n'est pas les seuls sujets des droits et des responsabilités. Mais les autres, pour l'instant encore, n'ont pas été reconnus par nous-mêmes comme autant porteurs et titulaires des droits et des responsabilités comme nous, pour des raisons aussi tout à fait compréhensibles. La deuxième chose qu'on a compris, c'est que les êtres humains, qui donc sont les seuls qui ont la responsabilité d'accorder des droits et des responsabilités aux autres espèces, les êtres humains deviennent par conséquent la seule espèce vivante qui a le pouvoir, non pas seulement légal, mais aussi la puissance, mais mis ensemble, c'est le pouvoir, de détruire la vie sur la planète dans son intégrité. Et c'est là on a pris conscience, ce qui nous fait d'être, par exemple, moi, je ne suis pas le même être humain que mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père ne pouvait jamais penser de détruire la planète. Même s'il avait voulu, il ne peut pas. Nous, on peut détruire la planète. Depuis la bombe atomique, on peut détruire la planète. Peut-être les bactéries pourraient avoir la même puissance que nous, mais ce n'est pas si évident. Nous, on peut le faire. Encore, on n'a pas découvert une bactérie qui peut détruire toute la vie.
Mais des batteries peuvent détruire des segments, peuvent mettre à terme à des espèces. Mais nous, au contraire, on peut tout détruire. Et donc, c'est ainsi que l'humanité devient, hélas, a le monopole de la destruction ou de la sauvegarde de la vie sur la Terre. Et troisième chose qu'on a compris, on a compris que si nous avons cette capacité de destruction et de protection, sauvegarde de la vie de la Terre, cette vie de la Terre s'exprime aujourd'hui par une communauté planétaire de vie de la Terre. C'est-à-dire que nous faisons partie d'une communauté de vie. C'est-à-dire que nous, on peut imaginer difficilement, c'est impossible d'imaginer la vie des espèces humaines sans penser à la vie de la globalité, de la communauté de vie de la planète. Même le jour où on arrivera à artificialiser tout, ben, nous serons alors partie intégrante d'une communauté des artefacts vitaux. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas penser de vivre sans air, sans eau, sans semences, sans terre, sans les microbes, sans les bactéries, sans les virus, sans les plantes, sans les animaux, sans les systèmes de vie. C'est-à-dire, quand on parle de l'écosystème local, on admet qu'il y a une communauté de vie locale dont les êtres humains font partie localement, mais qu'il y a un système. Quand on pense à une forêt, on pense à un système, pas seulement aux arbres. On pense à l'ensemble des espèces vivantes qui sont dans les territoires normalement habités par les plantes et les animaux qui font la forêt. D'abord les plantes, et puis les autres qui habitent dans la forêt et qui sont éléments de la forêt. Si ça me permet en quelques secondes de raconter une anecdote, jadis, dans ma région, à Calabre, en Italie, il y avait les loups dans les montagnes. Vous avez entendu peut-être parler de l'Aspromonte, ou vous avez peut-être parlé de la Silla. Non, quelle ignorante que vous êtes. Vous êtes des ignorants. Bon. Il y a d'autres régions au-delà de la France. Oh. Il y a d'autres régions dans le monde. Hein? Il y a la Calabre aussi. Il y a la Calabre aussi. Bon, il y avait les loups en Calabre. Et c'est intéressant que, étant donné qu'il y avait les loups, la forêt s'est développée. Pourquoi? Parce que la forêt n'était pas utilisée. Les gens avaient peur du loup. Et ce qui a expliqué pendant des décennies, que finalement les seuls habitants humains des forêts où il y avait les loups, c'était les brigands, les bandits. Les bandits calabrais qui s'est trouvé en ce moment au milieu d'un sentier, avec une cape noire, avec un fusil avec la canne tronquée, et qui était pour les lapins ou les loups, et que si vous passiez par là, la vie ou la bourse. C'était la redistribution du revenu dans la justice sociale que nous, les Calabrais, on avait inventé. C'est pour ça que les bandits calabrais étaient aimés par les gens du lieu, parce qu'ils rapportaient finalement une redistribution de la richesse. Quand est venue l'industrialisation de la Calabre à partir du nord, les puissants du nord ont commencé à éliminer les arbres, la forêt. Et alors, petit à petit, les loups sont disparus. Et alors, avec les loups, sont disparus les bandits. Et alors, la Calabre est devenue encore plus pauvre. Et finalement, la Calabre est devenue une région désertifiée. Et alors, un jour, il est arrivé un Calabrais à la Commission européenne qui a dit « Mais si on veut éviter les migrations des Calabrais, remettons le loup. Et en remettant le loup, les forêts réapparaîtront. Et si les forêts réapparaissent, il y aura des bandits. Pas l'andrangheta, les bons bandits. Hein? Et alors, on a finalement
adopté un programme de révalorisation de la carrière pour le niveau européen basé sur le loup. Ça, je vous ai raconté ça pour dire que quand on parle de forêt, on parle aussi des autres, on parle aussi des bandits et on parle aussi des animaux. C'était un peu... Alors, pour revenir au principe des les troisième principe, l'humanité, c'est ça explique pourquoi c'est l'humanité. Parce que c'est les membres de l'humanité à l'heure actuelle qui, A, peuvent avoir la conscience, B, peuvent se donner les moyens, et tertio, c'est parce qu'ils doivent le faire en tant que responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des espèces vivantes dans la Terre. Et donc, c'est pour cela qu'on a préféré habitants de la Terre plutôt que citoyens du monde. C'est habitants de la Terre. Et, hier, j'en avais annoncé un peu rapidement. Au fait, nous croyons que, avant d'être français, d'être homme ou femme français ou chinois, nous sommes habitants de la Terre. Et que donc, en tant qu'habitants de la Terre, nous avons des droits et des responsabilités. On n'a pas de droits parce qu'on est citoyen français. On n'a pas de responsabilités planétaires parce qu'on est citoyen américain ou chinois. On est habitant de la Terre. Et ça, c'est très important parce que il y a un débat énorme que nous avons eu dans les forums sociaux mondiaux et des forums amazoniens. Certaines populations de l'Amazonie ne nous suivent pas dans cette orientation. Ils disent, nous ne voulons pas que l'Amazonie soit considérée un bien commun de la planète, parce que ça, c'est un cheval de Troie de la recolonisation mondiale de notre Amazonie. Et c'est vrai que ça peut se passer comme ça. Et donc, les Amazoniens disent, ton histoire du bien commun de la forêt, on n'en veut pas. On veut que nous, le peuple autochtone, nous disons la forêt, Amazonie, c'est à nous. Il faut reconnaître que les Amazoniens ont un mauvais souvenir de la propriété collective. Parce que vous savez que depuis 1905, donc ça fait plus de 125 ans, le grand voisin du Nord a développé la théorie qui s'appelle « America is our ». C'est Hoover, le président Hoover américain qui avait développé avant les Nations Unies la Société des Nations. Et c'est Hoover qui a inventé la Société des Nations. Et Hoover avait développé en 1905 la théorie « America is our ». America, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours donné la légitimité juridique d'intervenir militairement en Amérique latine. Amérique latine is our, ils disent les Américains. Et ils seront toujours autorisés. Et donc les Amazoniens se méfient énormément des autres qui disent l'Amazonie est un autre collectif. Non, mais c'est sérieux ça, parce que ça signifie que ce n'est pas si évident que ça, c'est qu'on propose. Parce qu'il y a aussi une forte raison que les risques, si nous ne contrôlons pas, et ça peut arriver, que nous ne contrôlons pas les nouveaux processus d'organisation planétaire, la nouvelle forme planétaire d'organisation puisse être au avantage des plus forts. Elle est déjà. Donc pourquoi ne pourrait-elle pas être à l'avenir? Elle pourra l'être. C'est pour cela que l'habitant de la Terre ne le fait pas au nom de soi-même. En revanche, encore, c'est différent quand les Maoris, comme on a vu hier soir, les Maoris disent « moi je suis la rivière ». Ils ne disent pas « la rivière est à nous ». Non. Et beaucoup de populations indigènes disent « ma terre est à moi ». La terre de nos ancêtres, la terre de l'esprit, la terre, etc. Et ça, tu ne peux pas dire c'est bête, ça. Non? Mais il est vrai que sur cette base-là, on peut construire des règles sur la vie qui peuvent se prêter assez facilement à des restructurations aristocratiques, autocratiques
dans l'intérêt des plus puissants. Et je pense que c'est important, on devrait faire peut-être une autre réunion, une autre fois, parce qu'à l'heure actuelle, le risque de ce que je viens de dire est lié au concept dominant de résilience. Quand on parle de résilience agricole, de résilience climatique, de résilience économique, etc., la résilience, c'est une formule moderne, avec un langage moderne, du principe d'adaptation. Et ceux qui ne sont pas adaptables, hein, ils seront éliminés. Et si tu n'es pas résilient, tu n'auras pas droit à la vie. Parce que le concept de résilience, à l'heure actuelle, tel que promu par les dominants, a deux conditions, nécessite deux conditions. On devient résilient face aux inondations, aux sécheresses, qui sont considérées des chocs, et dit il faut que les populations de la France, où la sécheresse commence à se multiplier, à s'étendre, et les inondations à se répéter de manière plus fréquente, de manière plus intense, deviennent résilients. Alors la résilience signifie d'abord prévenir, donc étudier, faire l'alerte, avoir des systèmes de connaissances pour étudier le risque potentiel. Alors après, il faut, une fois évaluer les risques potentiels, il faut voir comment on devient capable de mitiger les effets de risque réalisés et puis de s'adapter à la situation où le risque réalisé devient facteur nouveau de la condition nouvelle d'inondation fréquente, etc. Et non seulement la littérature, mais déjà les politiques mises en place à l'heure actuelle, montrent qu'il y a deux conditions fondamentales pour être résilient. Il faut avoir une capacité forte sur le plan technologique, parce que les dominants pensent que les solutions sont toujours technologiques. Et deuxième, la capacité financière forte, d'avoir la capacité d'innover technologiquement, de mettre sur les marchés les protections, les instruments ou les outils technologiques qui te permettent de prévenir, de mitiger et de t'adapter, et qui te permettront de vivre dans des conditions plus difficiles, mais tu survivras. Mais si tu n'as pas une capacité technologique, si tu n'as pas une capacité financière, comment veux-tu devenir résilient? Un exemple. Les Pays-Bas, 18 millions d'habitants. Et ça fait déjà 15 ans qu'ils sont en train de modifier leur défense. Tout. Ils sont en train de modifier complètement tout ce qu'ils ont fait au XIXe siècle. Ça leur coûte des milliers de milliards. Ils auront la capacité financière de le faire. Et ça leur coûte pourquoi? Parce qu'ils font de nouvelles technologies. Au lieu de faire des murs stables, maintenant ils font des murs flexibles. Ce sont de nouvelles technologies, des digues flexibles, des barrages. Et ils peuvent changer en 10 ans, 15 ans l'inondation d'une terre et puis une autre accepte. Ils font ça. Et je peux vous garantir qu'en 2070, les 18 millions d'habitants des Pays-Bas seront des bons agriculteurs. Ils seront des agriculteurs technologiquement avancés. Ils continueront à faire des vaches. Ils continueront à faire du gouda, du fromage. Ils continueront à faire des piscines dans leur ville. Ils sont résilients. 18 millions d'habitants, Lagos, la capitale du Nigeria. Lagos a 18 millions d'habitants, comme les Pays-Bas. Déjà, 90% des gens de Lagos n'ont pas accès à l'eau potable, ne savent pas ce que c'est l'eau potable. Et c'est sous la mer, eux aussi. Si l'élévation du niveau de la mer moyenne, c'est 30 cm, disons d'ici 2050, Lagos commence, ils n'ont pas un sou. Seront-ils, les habitants de Lagos, résilients? Ils ne seront pas résilients. Et alors quoi? Nous, on est contents parce qu'on peut être résilient. Et alors, le Bangladesh, 180 millions, 10 fois plus que les Pays-Bas. C'est déjà la moitié du territoire est sous eau. Et on imagine que déjà presque 60 millions de gens de Bangladesh et des Bengalis
devront immigrer. La grande hypothèse, c'est qu'ils iront aux Pays-Bas. Hein? Et alors les Pays-Bas les accueilleront. Ils sont là avec les mitraillettes. Qu'ils essayent d'entrer, hein, grâce à la politique migratoire de l'Union européenne qui met les frontières. Hein. D'abord seront la Tchéquie, la Hongrie qui mettra les frontières, empêchera les Bengalis d'y passer. Et s'ils viennent par la Sibérie ou le nord, la Carélie, à travers la Russie aussi, il y aura les 3 pays baltes qui seront là avec les mitraillettes. Voilà, voilà la résilience. Et moi, je vous suggère d'étudier la résilience. D'avoir une approche un peu plus critique du principe de résilience. Ils nous seront tous avec la résilience. Et après, ils pourront dire, moi j'ai la connaissance, le brevet, moi j'ai l'argent. 1 milliard de gens ne seront pas résilients. Alors, résilients ici à Effre, pour comprendre, c'est ça un peu d'autres thèmes qui pourraient être intéressants sur lesquels travailler. Je crois qu'on a terminé les mots, hein, ce concept de résilience qui passe partout aujourd'hui. Je crois qu'on va s'arrêter pour les questions, malheureusement. Ok, très bien. Par rapport à la question de l'habitant de la Terre qui nous vient de Saint-Jean-d'Angély, voilà, il y a une éventualité pour interpeller nos élus. Génération Future a été à l'initiative de la création d'un site Chèque ton politique. Voilà, chèque ce coup. Ton politique par rapport aux pesticides et voilà, à quoi vous engagez-vous en tant que premier édile d'une commune. Et donc, il y a des items hein, par rapport aux pesticides, à la santé, au bio dans les cantines. Et ce qui est intéressant, c'est que les réponses seront publiques et les non-réponses seront publiques. Et je pense que ça pourrait être une piste pour interroger, justement, interpeller nos élus. Et voilà, seriez-vous prêts ? Merci Cathy, et je me permets de rebondir puisque dans les tables rondes qui sont proposées cet après-midi, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a plusieurs annulations de dernière minute, et notamment on a appris hier que Valérie Cabanès ne pouvait pas être des nôtres, et elle est remplacée au pied levé par Pauline, représentante d'Alternativa, qui va complètement présenter un témoignage dans ce sens-là, de comment aujourd'hui mettre la pression aux élus, clairement, sur ces enjeux. Donc il y aura de quoi s'équiper la boîte à outils sérieusement avec son intervention. Oui, alors c'est juste pour faire une petite remarque, puisqu'il a été question beaucoup de domination. Alors, moi, je proposerais dans le titre, pour être en cohérence avec l'état d'esprit, d'écrire en écriture inclusive. Alors je suis désolée, ça fait très féministe, mais quand même. Pour habitants, moi je mettrais en écriture inclusive pour qu'il y ait un E, voilà, pour que on représente vraiment tout le monde. Hein, c'est un peu... Voilà. Et donc, oui, je vous disais, c'était les dernières interventions, puisque... Ah oui. D'accord. Ok. Et... Ça y est, ok. Oui, le problème ne se pose pas. Moi, pour réagir par rapport à tout ce que nous a expliqué Ricardo sur ces mots valises ou ces mots utilisés, là, voilà, moi, c'était pas aussi clair. Résilience et darwinisme social, c'est comme tu le présentes, ça se regarde bien l'un face à l'autre. Et voilà, il y a vraiment un enjeu autour des mots, comment on se les approprie, comment on leur donne un sens et on le défend. On aura ce type de discussion également dans les tables rondes cet après-midi. Il y a une des tables rondes qui va parler de sécurité, responsabilité.
bah, évidemment que la sécurité, selon où on la place, selon qui on est pour défendre la sécurité et dans quel intérêt on le définit, bah, ça change tout. Voilà. Sur ce point, par exemple, c'est important, puisqu'on a un peu le temps, l'enjeu de tout ce que nous faisons passe à travers les mots. C'est-à-dire, les dominants sont forts parce qu'ils imposent l'essence aux mots. Et nous utilisons le concept de résilience tel qu'il est défini par les dominants. Et si on ne se libère pas du sens des mots que nous utilisons et qui influencent nos choix, qui influencent les politiques technologiques, les politiques économiques, les politiques sociales, les politiques humaines. Et tantôt, j'ai essayé de donner un petit flash sur la résilience. Mais étant donné qu'il y a l'atelier sur la sécurité, permettez-moi en quelques secondes, effectivement, de mettre un peu des alertes, des alertes sur le mot sécurité. Si vous avez les regardé, la littérature dominante et les pratiques dominantes à l'heure actuelle, la sécurité hydrique s'est définie par la capacité d'une population, je cite les documents clés des Nations Unies. Les Nations Unies ont une unité de coordination de toutes les agences spécialisées des Nations Unies, ils sont 23, et qui toutes s'occupent un peu d'eau. Et donc ils ont créé, vous pouvez aller voir dans le web, le UN Water, ONU-O. ONU-O. Et donc, ils ont écrit un rapport ONU-O sur la sécurité hydrique. Si vous allez regarder leur définition, ils disent que la sécurité hydrique est la capacité d'une population de se garantir l'accès à l'eau dans la quantité et qualité nécessaire pour satisfaire les besoins, etc. Donc, le concept de base de la sécurité, c'est la capacité. Partir du concept de capacité signifie partir par une vision inégalitaire du processus. Parce qu'on sait pertinemment que l'état actuel des différentes populations est inégal. Et donc dire que la sécurité est fonction de la capacité d'une population de se garantir, en disant ensuite, montrant dans les textes que s'assurer l'accès à l'eau dans la quantité et qualité nécessaire, il ne parle jamais de droit. Hein. Dans cette définition, il n'y a pas de référence au droit. Par exemple, la sécurité est l'obligation de garantir le droit. Moi, j'aurais défini la sécurité comme ça. La sécurité est le respect du droit de tout habitant de la Terre de pouvoir avoir l'eau pour la vie. Ici, au contraire, c'est la capacité d'une population de se garantir l'accès à l'eau. Donc, si j'arrive sur ce point, donc c'est la capacité signifie qu'on accepte dès le départ l'inégalité de répondre à la sécurité. Et après, on est obligé alors de faire des corrections. On peut faire des corrections d'intervention humanitaire, d'intervention de solidarité par des institutions, des fondations, ou par des agences de l'ONU, ou par même des fonds d'investissement dits sociaux, des fonds d'investissement environnementaux, etc. On dit pour ajuster un tout petit peu l'inégalité de départ. Et c'est pour cela que, comme on a fait vis-à-vis de la pauvreté, on a toujours admis que la pauvreté, se libérer de la pauvreté, c'était la capacité de pouvoir se donner les moyens de sortir de la pauvreté, vous vous rappelez? Et c'est pour cela qu'on a inventé toutes les stratégies de capacitation. Et on a dit quelle est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, et c'est créer l'égalité de capacité de départ. C'est toute la philosophie des Américains, de John Rawls, britannique, anglo-saxonne, Amartya Sen, tous ces prix Nobel de l'économie pour la pauvreté, qui parlent que finalement,
La lutte contre la pauvreté, c'est de donner les égalités de départ, et puis on verra. Alors, la sécurité aujourd'hui, c'est la capacité de... Dans cette notion, je vous pose la question. Comment peut-on dire à Coca-Cola qu'elle n'a pas le droit d'aller s'accaparer des nappes ou des aquifères africaines ou de latino-américaines, étant donné que la sécurité de Coca-Cola, c'est d'avoir accès, dans la quantité et qualité nécessaire, de milliards de litres d'eau. Serez-vous capable de dire à Coca-Cola, tu ne fais pas partie de la sécurité? La sécurité de Coca-Cola d'eau, on l'accepte, non? Et on ne s'étonne pas si Coca-Cola parvient à faire un contrat avec l'Argentine ou le Brésil pour avoir accès à la Guarani, pour s'assurer de sa production de Coca-Cola d'eau. Et on ne s'étonne pas qu'en même temps, le Brésil ou l'Argentine et Coca-Cola qui signent cet accord permettent encore d'y avoir 2 milliards de gens qui n'ont pas accès à l'eau. Parce que le problème de la sécurité de ces 2 milliards de gens qui n'ont pas accès à l'eau, alors où est-elle? Quoi, la sécurité de Coca-Cola légitime tout ce qu'on fait, traiter, échange comme ça. Et alors que les gens qui n'ont pas accès à l'eau, tout en étant à côté du Guarani, tout en étant à côté des aquifères kenyans, quoi, c'est où la sécurité de ces 2 milliards de gens? Ben, ça ne compte pas. On l'accepte. Alors qu'on serait étonné si Coca-Cola cessait son activité par manque d'eau. C'est sérieux, ça. Hein? Ça montre la difficulté du changement. Ça montre parce que Coca-Cola, Nestlé, qu'est-ce qu'il a toujours dit, Coca-Cola, Nestlé? Nestlé a dit, moi j'ai fait une fonction sociale. Le président de Nestlé, qui était Brabeck, qui était un capitaliste dur et fort, a toujours nié le droit à l'eau. Hein? Moi, j'ai dû, avec lui, faire un grand débat, là, mais il y a... Mais il le dit carrément, il le disait carrément, au moins c'était clair. Il ne disait pas un droit à l'eau. Il disait, alors qu'est-ce qu'il disait? Moi, mes produits assurent la santé de 450 millions d'habitants de la Terre. Vous ne pouvez pas m'obliger à ne pas utiliser l'eau parce que ça devrait être un l'eau. J'utilise l'eau, je le prends, je me garantis la sécurité et je suis en train de faire du bien sur le plan de la santé à 450 millions. Aucun État est en train de faire ça. Ça, c'était l'argument. Et si Brabeck disait Nestlé a le droit d'aller chercher l'eau là où elle est, même violemment, parce que nous faisons une fonction sociale de la santé pour les gens, avec nos yogourts, avec nos fromages, avec ceci, le lait, etc. Alors, nous, qu'est-ce qu'on répond si on accepte la définition que la sécurité hydrique est la capacité d'une population de se donner les moyens d'avoir accès. Donc ça, il faut discuter de ça. Eh ben, un grand merci à nouveau, Ricardo, de nous éclairer. Et je sais que, ouais, il faut se les dire, les merci. C'est important. Ça coûte rien et puis ça fait du bien. Petit point pratico-pratique sur la suite des événements. La prochaine étape au niveau de la co-construction des propositions, c'est à 13h45. Et je vais tout de suite, pour que vous soyez un maximum, à déjà être un petit peu au courant de comment ça va se passer, vous indiquer qu'à 13h30, à partir de 13h30, on va vous inviter à vous diriger vers la table ronde de votre choix. Pour être très clair, vous ne pourrez pas participer aux 3. Il faudra choisir entre ces 3 thèmes. L'eau comme bien commun de la vie, sous un angle aussi eau et milieu vivant, avec comme intervenant Joël Lallemand. Je propose que les intervenants lèvent la main quand ils sont... voilà. Avec Massa, Koné.
Voilà. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, Jean-Claude Pierre de Haut et Rivière, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre. Et il y a un remplaçant de luxe, mais j'ai oublié son nom. Je ne sais pas si tu l'as en tête, Joël. Charlie Bost, oui, qui est chercheur au CNRS et qui va nous parler des zones humides. C'est ça. Ouais, on a plein de chances. On a eu des gens qui sont décommandés pour des très bonnes raisons à chaque fois et ça réagit. Et vous allez voir, à chaque fois, il y a une proposition super chouette en termes de... alors, cette table ronde-là, elle se tiendra dans la salle qui est derrière le grand mur bleu et auquel vous accéderez par le couloir derrière. De toute façon, il y aura des crieurs pour vous réaiguiller. La deuxième table ronde concernera droit à l'eau, droit de l'eau. Ça se situera au niveau de la première salle, là où on a déjeuné hier soir pour ceux qui étaient là. Auront comme intervenant Marion Weber, Marion qui est là, Jean-Pierre Vauquier, qui est là-bas. Et alors Gabriel Amar nous avait prévenu il y a un certain temps qu'il ne pouvait pas être des nôtres. Et Pauline, je ne sais pas ton nom de famille, Boyer, voilà, qui représentera Alternativa. Ouais. Et donc la dernière table ronde se tiendra ici, avec comme thème, et on a commencé à travailler, à ouvrir des pistes autour de sécurité et responsabilité. Jean-François Périgné, qui est mytiliculteur, sera présent. Marc Lémé, et également Marc Lémé. Super, tu es arrivé. Bienvenue Marc. Merci d'être là. Jean-François Périgné, je ne l'ai pas vu arriver. C'est super. En même temps, ça soulage. Ouais, c'est super. Et puis Florence Abès, qui est là. Voilà.